Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro des Autres Bobines. Ce mois-ci, on commence avec Fury, alors film que j'ai vu tout spécialement dans un cadre bien particulier parce que notre cher ami Microciné, pendant tout le mois d'août, fait une rétrospective Fritz Lang, et pour cette occasion, il m'a demandé de visionner un film, ou du moins de lui parler d'un film. Et moi j'ai décidé de parler d'un film que je n'avais jamais vu, à savoir Fury, premier film donc américain du réalisateur. Je vais pas vous en dire beaucoup plus ici, si ce n'est que ça ressemble un petit peu à M le maudit, forcément moins bien et en plus soft parce que grand studio hollywoodien, tout ça, forcément ouais, on lui met un cadre bien précis, des choses qu'il peut pas faire à l'image pour le public américain. Bref, c'est un peu dommage. Et j'ai l'impression que toute sa carrière américaine est un peu dans ce goût-là. En tout cas, j'en saurai plus en regardant les vidéos de la rétrospective de Microciné que je vous invite à voir tout au long de ce mois d'août. On continue avec L'image manquante, film de micro-ciné, justement, film documentaire sur la filiation, la généalogie, la transmission, enfin voilà, tout ça. On voyage à travers les époques avec lui dans sa famille. C'est assez intéressant, on voit justement pas mal de choses sur comment lui, la passion pour le cinéma lui est venue, comment il essaie aussi de renouer avec sa famille, tout ça, par plusieurs biais, bref, vous verrez. Moi, c'est un film que j'ai bien aimé, parce que finalement, c'est un témoignage de ce qu'il est, de ce que représente sa famille pour lui, tout ça, c'est assez touchant. Je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes. Bref, si vous avez l'occasion, le film est disponible sur sa chaîne YouTube, voyez-le. Vision of Ecstasy. Alors, c'est un moyen métrage de 20 minutes disponible sur Mubi. Ça avait l'air très très beau, et c'est très très beau. Mais alors, ça raconte pas grand-chose. C'est plus un essai filmique qu'autre chose. En gros, le réalisateur, il fait deux trois scènes autour de Sainte Thérèse et comment dire, ses fantasmes érotiques. Voilà, donc ça peut faire penser au film Benedetta qu'on a vu assez récemment de Paul Verhoeven. Bref, moi je vois pas bien l'intérêt. Certes, graphiquement c'est joli, c'est bien produit. Apparemment, il a fait deux autres films dans la même veine, dont un long métrage. Et non, ça me tente pas. Donc voilà, moi c'est merci, au revoir. 21 Jump Street. Donc le film de Lord et Miller, qui adapte donc la série des années 80 donc sur grand écran, avec donc Jonah Hill et Channing Tatum dans les rôles principaux. C'est fun, clairement, comme tous les films de Lord et Miller. À chaque fois, c'est hyper inventif, très bien foutu, ultra référencé, des bons films, quoi, voilà. Et clairement, le premier est vraiment bien. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. C'est dynamique, ça marche vraiment au niveau du montage et tout, au niveau de la réal aussi. Y a rien à dire, c'est vraiment bien fait. On passe un super moment et ce n'est pas prêt de finir puisque il y a un deuxième film, 22 Jump Street. Donc on prend les mêmes et on recommence. En plus, ils ont quasiment la même mission à faire. C'est vraiment pour pousser le curseur au max à ce niveau-là. Sauf que forcément du lycée, ils passent à l'université. Donc forcément, ça prend des proportions bien plus grandes. C'est encore plus fou. Et c'est ça qu'on aime d'ailleurs avec Fielder et Miller. D'ailleurs, il va y avoir encore des caméos des acteurs qui viennent encore de la série originelle. C'est fun, c'est cool. La méchante, entre guillemets, n'est pas forcément attendue au premier abord, et ça, c'est très marrant. Voilà. Et puis surtout, ils vont aller au Spring Break, et ils vont faire des scènes de folie là-bas. C'est bien mieux à mon goût que Spring Breakers de Harmony Korine, si c'est bien ça. Moi, ce film m'avait vraiment pas plu, alors que là, on est dans un côté vraiment bien plus fun et bien plus funky qui fait l'affaire. En plus, Jonah Hill, enfin son personnage, va se taper la fille de son chef.
Et ça, c'est très drôle parce que forcément au départ il lui raconte ses exploits sexuels et à ce moment-là personne ne sait ni d'un côté ni de l'autre qu'il s'agit de la fille du chef. Et forcément quand ça va se savoir, ça va être génial. Bref, voilà, à mourir de rire. C'est dommage qu'ils aient pas fait de suite, mais en même temps, bah, le final est plutôt sympa à ce niveau-là, où justement on nous montre toutes les suites possibles et imaginables qu'ils auraient pu faire dans des tons différents, façon blockbuster hollywoodien, et effectivement, ça tape là où il faut, et c'est bien fait, quoi. Le guide complet Miss Marvel. Bon, il s'agit d'un court métrage de 4 minutes, un peu making-of, revenant justement sur les origines de Miss Marvel et de son adaptation du coup pour la série. Quels sont les changements, pourquoi, tout ça, voilà. On voit même la créatrice originale, du coup, qui vient expliquer qu'à la base, elle voulait justement que ce soit une mutante, mais qu'à l'époque, ça pouvait pas se faire comme ça, et ils ont préféré, du coup, que ce soit une inhumaine, mais que là, pour la série, ils ont pu changer ça et en faire une mutante. Du coup, elle était super contente, voilà, enfin. Du coup, voilà. Il y a plein de choses comme ça qui sont racontées. On voit aussi à quel point l'actrice euh, bah, elle est géniale et que bah, ça a failli ne pas se faire parce qu'elle a failli ne pas aller au casting, ce qui aurait été vraiment bah, terrible hein, finalement parce qu'elle est vraiment très bien dans le rôle. Donc voilà, vous verrez que c'est une super passionnée, qu'elle s'y connaît énormément en comics et que du coup bah, ça fait plaisir d'avoir une fille comme elle dans le rôle. Misery, donc adaptation de Stephen King, donc film sorti dans les années 90. Je ne l'avais encore jamais vu, là j'ai eu envie de le voir, vu que je l'ai acquis en Blu-ray il y a peu de temps. Et bah franchement, c'est top. Hein, bon, l'histoire est assez simple, hein, on va pas se mentir, et assez récurrente chez Stephen King parce que encore une fois, c'est un écrivain qui est mis du coup au centre de l'histoire. Mais franchement, ça marche bien, notamment grâce à la réalisation, hein, qui pour l'époque, franchement, fait très très bien le taf, mais aussi grâce à son casting. Kathy Bates en tête, évidemment. Hein, fait vraiment peur, on n'a vraiment pas envie de se faire kidnapper par elle, hein, ça c'est certain. Et puis James Caan qui fait aussi excellemment bien le taf, hein, dont on n'aimerait pas être à sa place. Clairement, quand on le voit, on souffre pour lui. Hein. Donc non, non, très bon film. Si vous ne l'avez pas encore vu, bah, voyez-le, parce que le film a quand même reçu l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure actrice pour donc Kathy Bates. Donc c'est dire si elle va vous faire peur. Voilà. Bref, un bon film que je vous recommande. On finit avec peut-être un film de Cédric Clapiche, un que je n'avais pas encore vu, avec du coup Jean-Paul Belmondo, et évidemment toujours Romain Duris, hein, qui est quand même souvent là hein, dans ses films. C'est sympathique, il y a un beau casting hein, vraiment, mais le film a pas mal de défauts, notamment, bon, il a très mal vieilli, bon ça c'est pas forcément la faute du film en soi, c'est plus la faute au budget du film. Mais clairement, on sent qu'il y avait de l'ambition parce que t'as des décors quand même sur le futur de Paris qui sont assez magistraux. Franchement, moi j'aime beaucoup tout le quartier qu'ils ont refait parisien sous le désert, quoi. Ça, c'est vraiment bien foutu. Malheureusement, on sent qu'ils avaient que ce décor-là et qu'après, ils ont dû faire avec les moyens du bord. Donc, on va avoir des tentes, on va avoir des trucs qui font beaucoup plus justement subsahariens et du coup, ça fait un peu moins parisien. Mais bon, en même temps, avec le temps qui passe, les gens ils font avec les moyens du bord, donc c'est pas si déconnant que ça. Mais on sent quand même le manque de moyens et c'est un peu regrettable. Ce qui manque vraiment, ce sont des enjeux car il n'y a qu'un seul enjeu dans le film, à savoir que le personnage de Romain Duris baise la fille avec laquelle il est censé avoir les enfants qu'on voit dans le futur, à savoir Belmondo, etc. Et toute la famille qui va du coup en découler, et qu'eux ils n'ont pas envie de disparaître, ils veulent que il tire son coup, sauf que lui il veut pas. Hein, il veut pas d'enfant et du coup toute la problématique du film est là et c'est un peu pauvre, c'est un peu juste, hein, juste un seul enjeu ça suffit pas, il y a vraiment rien d'autre et c'est vraiment le problème principal du film.
parce que bah du coup bah, on s'ennuie un peu par moment quoi, c'est-à-dire qu'on a compris hein, très rapidement l'enjeu et qu'est-ce qu'il en est, et bah ça avance pas, et forcément quand on voit le temps qui passe on se dit bah oui ça va être ça jusqu'au bout, et effectivement c'est ça jusqu'au bout. Donc c'est un peu limité. Bref, c'est pas un film que je vous recommande fortement, mais si de manière générale le cinéma de Cédric Clapiche vous plaît, pourquoi pas. Puis en plus c'est un des derniers films avec Belmondo, donc franchement ça se regarde. Voilà, donc c'est tout pour les films que j'ai vus en dehors des sorties nationales au mois de juillet. Je vous dis au mois prochain. Ciao!